Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est ça la France qui vous fait découvrir des parcours de vie, des savoir-faire parfois méconnus, mais surtout des entrepreneurs engagés qui souhaitent produire sur le territoire. En deuxième partie de cette émission, on vous fera découvrir une très belle aventure entrepreneuriale et surtout une jolie histoire de reprise d'entreprise de coutellerie mourante il y a quelques années et qui cartonne aujourd'hui en France et dans le monde auprès des grands chefs comme du grand public. Mais tout de suite, je vous propose de partir en voyage équipé de coussins innovants Made in France. L'entreprise Les Petits Cadors, cette marque de coussins, a été créée en 2018 et tout est fait sur le territoire. On va en reparler avec Muriel Goudol et Laurent Padiou, les fondateurs qui ont réussi à réaliser tout le processus de confection dans le sud-ouest, de la coupe, du tissu jusqu'à l'expédition des commandes. Sud Radio C'est ça la France. Et on en parle tout de suite justement avec Laurent Padiou. Bonjour Laurent. Bonjour. Que l'on comprenne bien votre produit, ce sont donc des coussins pour le voyage. Alors chez vous, ils ont tous un petit nom, hein. Isodore, le coussin pour la voiture, Ellipse, le coussin pour le train ou l'avion, Salvador, Homer, Théodore. Qu'ont-ils de particulier ces coussins par rapport à ceux en forme de U, pour le coup, que l'on peut trouver dans le commerce pour voyager ? Oui, alors la première particularité, comme vous le dites, c'est surtout que tous nos coussins, en fait, sont destinés au confort de la tête. Donc, en fait, on est des spécialistes dans ce domaine-là. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein d'occasions au quotidien de pouvoir notamment se reposer ou dormir en dehors du lit, parce que dans notre lit, on a souvent un bon oreiller. Mais quand on est en dehors du lit, quand on est dans un avion, un train, une voiture, quand on est sur une chaise longue, quand on s'allonge sur un coin de canapé pour faire une sieste, souvent on est mal installé. Et en fait, on a créé toute une gamme de coussins qui peuvent répondre à ce besoin-là. Ouais. Alors, c'est vrai que, vous l'avez bien dit, hein, on n'est pas que pour la forme du cou. Hein. Le cou, c'est vraiment la tête du manière générale, pour l'enfant, pour l'adulte. Oui. J'ai lu que cette idée vous est venue lors d'une expérience en famille sur un trajet pour la Bretagne, où là, en voiture, vous avez constaté la difficulté que c'est d'être bien pour poser sa tête et faire une petite sieste le temps du trajet. Exactement, voilà, c'est comme ça qu'est née la marque. En fait, c'était plutôt du coup une mauvaise expérience. En fait, on a acheté un coussin effectivement en forme de U qu'on trouve habituellement dans les stations-service, dans les gares, les aéroports, qui est a priori le coussin un peu miracle. Et malheureusement, en fait, personne n'a réussi à dormir avec dans la voiture, ni nous ni les enfants. Et en fait, sur le chemin du retour, on a imaginé notre coussin de voiture idéal. Voilà, et notre coussin de voiture idéal, tout simplement, on s'est dit que déjà, il faudrait avoir retrouvé le confort de la literie. Ça, c'était la texture chose. Déjà, oui. Exactement, voilà, d'avoir quelque chose qui soit moelleux, dans lequel on a plaisir en fait à poser, sur lequel on a plaisir à poser la tête. Et puis après, il y avait une deuxième chose très importante, c'était le fait que le coussin soit fixé. Donc, on a inventé un système d'accrochage à l'appui-tête qui permet effectivement de s'appuyer contre le coussin ou l'oreiller sans que lui puisse glisser ou tomber comme on fait des fois avec un pull ou avec même un vrai oreiller qu'on peut glisser entre l'appui-tête et la portière. Oui, effectivement, ça sent le vécu. Hein. Entre la texture, le revêtement, le fait que ce soit bien stable. Et du coup, la forme, vous l'avez décidé comment ? Vous avez fait plusieurs prototypes avant de trouver justement celle qui vous semblait la mieux adaptée à toutes les têtes ? Alors en fait, ça s'est fait assez rapidement et c'est Muriel qui a eu l'idée de cette forme en berlingot. En fait, on s'est rendu compte en testant que c'était la forme la plus adaptée parce que ça permet de faire un creux pour la tête et en fait il y a une pointe du berlingot qui vient au contraire s'appuyer contre la vitre et voilà, donc c'est une forme complètement ergonomique et en même temps ce qui est bien c'est que ça reste un petit oreiller et donc oui. Nous on utilise d'ailleurs pour tous nos coussins, en fait tous nos coussins sont garnis avec une fibre de garnissage de literie en fait, qui est en fait normalement utilisée pour fabriquer des oreillers. Alors attention, je ne sais pas si c'est l'écouteur de votre iPhone qui touche le micro, mais ça fait du bruit. Il y a un clac, 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 clac. Enfin, il faudra le tenir. Alors, d'accord.
Ensuite vient la décision de quitter vos activités respectives pour vous lancer. Vous avez hésité un petit peu, pas du tout, avant de vous consacrer à 100% dans ce beau projet commun et développer la suite de l'aventure? Alors, on a évidemment un peu hésité. En même temps, on a testé assez vite le produit, notamment sur un marché de Noël la première année. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'appétence, que les gens cherchaient ce type d'accessoires bien-être. Et en fait, il se trouve que moi, j'étais en train de réfléchir à une reconversion professionnelle. Et Muriel et moi, nous étions tous les deux, de toute façon, freelance, en fait. Oui. Donc, on était... Vous n'étiez pas salarié. Voilà, on n'était pas salariés, du coup on avait cette possibilité de pouvoir faire une transition, on va dire, un peu en douceur. Et donc ça nous a bien aidé évidemment de pouvoir garder une activité en parallèle pendant un moment, avant de pouvoir complètement se consacrer à Petit Cador. À sauter tous les deux à pieds joints dans cette nouvelle aventure. Alors, on a l'idée, on a le prototype, on sent que c'est intéressant, on peut en faire quelque chose et on passe à la production à grande échelle. On prospecte, avec toujours cette volonté de produire sur le territoire. Ça a été compliqué de trouver des personnes qui vous ont fait confiance? Alors, honnêtement, non. On n'a pas eu ce problème-là. En fait, ce qui a été difficile, c'était de faire le choix et de prendre la décision de fabriquer en France parce que on a demandé un peu autour de nous des gens qui sont dans le commerce, qui sont dans la fabrication. Et en fait, c'est vrai que nous, instinctivement, on avait un peu fait notre choix et on s'était dit, créer une société en 2019, il faut que ce soit fabriqué en France, quoi. Oui. On n'arrivait pas à imaginer autre chose. Et en fait, en questionnant notre entourage, en fait, c'est vrai que ça nous a un peu refroidi. Tout le monde nous a dit, mais non, pas du tout. Il faut fabriquer en Asie. Pour le prix de revient, ça coûtera moins cher. Voilà. Ouais. Ça vous coûtera beaucoup trop cher. Ça sera pas jouable. Voilà, bon. En fait, tout ça nous a fait un peu peur. Et en même temps, on se documentait beaucoup. On a lu pas mal de choses, notamment en fait un livre qui a été important, qui est le livre de Thomas Huriez, le fondateur de 1083. de Jean, exactement. Voilà. Et du coup, c'est vrai que son livre nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que en fait, il y avait une rupture. Depuis tout simplement l'arrivée du e-commerce, c'est-à-dire qu'en fait effectivement il y a cette idée de pouvoir vendre en direct. Oui. Et quand on vend un produit en direct, en fait, ça rabat les cartes totalement sur les anciens circuits de distribution où il y avait effectivement de nombreux intermédiaires et à chaque intermédiaire une marge qui est réduite. Là, on pouvait envisager les choses complètement différemment. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Comme en plus on venait, nous, de la communication et notamment du web, c'est vrai que ça a été assez naturel pour nous de nous lancer dans cette aventure sous la forme du e-commerce, en fait. Et alors, 2018, vous vous lancez. Et aujourd'hui, quel bilan vous dressez en 2024, début 2024? Le bilan est vraiment super pour nous parce que, alors d'abord, on a réussi notre pari de créer notre propre atelier de confection. Et puis, en fait, quand on a démarré, on était 2. Et aujourd'hui, au moment où on parle, on est 9. C'est super. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est encore plus satisfaisant, en plus aujourd'hui, de se dire qu'on a pu créer des emplois, ce qui n'était pas en plus au départ quelque chose qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'on s'était dit on va fabriquer en France, mais au départ on pensait passer par de la sous-traitance. Ouais. Et là ça change tout. Là, vous avez une famille Petit Cador. Exactement. Voilà. Exactement. Merci. Et ça, j'avoue que c'est hyper agréable et surtout c'est très valorisant. Et il y a quelque chose quand on arrive au travail le matin et d'être avec les gens. Avec une équipe qui est en plus une équipe formidable, qui est vraiment animée par la même passion. Ouais. Voilà, c'est très enthousiasmant et franchement, moi je conseille à tous les gens qui écoutent et qui ont un projet de création d'entreprise vraiment de faire l'effort de faire ça parce que sur leur territoire, ça le dynamise et puis voilà, ça crée une certaine stimulation et c'est réjouissant surtout quand ça fonctionne. Merci beaucoup Laurent Padiou. Je rappelle que vous avez fondé avec Muriel Goudol les Petits Cadors, ces coussins innovants pour le voyage et on souhaite longue vie aux Petits Cadors et merci d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience. Merci beaucoup. Au revoir et bon dimanche.
Merci, au revoir. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec une autre histoire entrepreneuriale passionnante également, une reprise de coutellerie artisanale à Thiers. À tout à l'heure. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français avec une autre très belle aventure entrepreneuriale. On va parler tout de suite avec notre invité et on part du côté de Thiers. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes avec Félix Pochet, installé à Thiers, le plus gros bassin coutelier de France et même d'Europe. Je parle sous votre contrôle, Félix. Thiers produit en moyenne 80%, c'est ça, des couteaux en France chaque année? Oui, tout à fait. Thiers aujourd'hui est clairement la capitale de la coutellerie française, avec bien évidemment d'autres bassins de coutellerie qu'on peut retrouver dans différentes régions de notre pays. Je pense à l'Aïol, je pense à Nontron, je pense à Nogent. Mais effectivement, Thiers demeure vraiment le gros de la production française aujourd'hui à l'échelle de notre pays. Alors Félix Pochet, à 36 ans, vous avez repris la coutellerie thiernoise Perceval. Un vrai changement de vie, vous étiez commercial dans les arts de la table, enfin pas très loin finalement de la coutellerie, et vous êtes bourguignon, donc vous êtes venu vous installer dans une autre région et changer complètement de trajectoire professionnelle. Quel a été l'élément déclencheur? Absolument, en fait, j'ai été pendant de nombreuses années commercial export, pour une très belle maison qui fabrique des ustensiles de cuisine et de pâtisserie, la maison Debuyer, qui est basée dans les Vosges. Et en fait, je suis arrivé sur la région Auvergne suite à une mutation et une mobilité professionnelle de mon épouse. Et en fait, j'ai trouvé à l'époque un poste de responsable commercial chez un confrère où j'étais encore salarié. Et puis, dans ma tête, ça faisait plusieurs années que je souhaitais entreprendre. Et j'ai eu la possibilité, en fait, de pouvoir racheter l'atelier Perceval, donc un fabricant de couteaux basé à Thiers, et qui a pu me permettre, en fait, de lier à la fois l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de devenir entrepreneur, mais en plus de ça, dans le même métier, dans la même industrie, dans la même branche d'activité dans laquelle j'exerçais déjà auparavant. Alors vous, quand vous changez de vie, vous changez réellement de vie. Quand vous décidez d'entreprendre, vous entreprenez à fond. Vous avez également acquis une autre belle maison, Waldsteer, c'est bien ça, spécialisée dans la fabrication de couteaux outdoor. Alors là, c'est un peu différent. C'est pour les professionnels amateurs d'activités de plein air. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu lire, cette marque est devenue aussi une référence en matière de couteaux techniques, équipe notamment pour une partie, elle équipe une partie de l'armée française et les forces spéciales, ainsi que certaines unités de la police nationale. Là, c'est complémentaire. On reste dans le même domaine, mais ça permet de vous installer sur un secteur un petit peu différent. Absolument. En fait, chez Perceval, on fabrique aujourd'hui principalement des couteaux pour la table, dédiés principalement à des restaurateurs et des chefs, mais également par extension à des particuliers qui veulent se faire plaisir avec du beau matériel chez eux, des couteaux pliants et quelques couteaux de cuisine. Et en fait, toute la partie outdoor, loisirs ou tactique, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout chez Perceval. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, il y a quelques mois, de racheter l'entreprise Wildsteer, qui est vraiment une marque française, fabricant français, une marque référente sur le domaine en question, et qui justement possède de très très belles références aujourd'hui au niveau des forces spéciales françaises, de l'armée française, et qui a permis justement de compléter notre offre produit qu'on n'avait absolument pas chez Perceval. Alors vous dites compléter, donc c'est vrai que c'est un sacré pari. L'objectif c'est quoi? C'est de créer des liens entre ces deux beaux savoir-faire français très spécifiques, un plus traditionnel, l'autre on va dire plus dans l'innovation, j'imagine. On va dire que sur la partie Wildsteer, on est obligé pour des raisons de sécurité de répondre à des cahiers des charges qui sont extrêmement exhaustifs, extrêmement complexes. Donc cette partie-là nous permet en fait d'atteindre des limites qu'on n'irait jamais chercher sur un couteau classique de cuisine. Donc effectivement, cette partie Wildsteer nous permet de rechercher pas mal de choses dans le cadre de nos fabrications, parce qu'il y a des enjeux de sécurité en fait pour les gens qui sont sur le terrain aujourd'hui dans des métiers très spécifiques qui concernent l'armée et les forces spéciales. Comment Après, je vous en prie, allez-y. En fait, l'idée après d'avoir ces deux entités, c'est qu'effectivement, on va pouvoir mutualiser tout un tas de ressources sur les deux entreprises, principalement sur le plan administratif, sur le plan commercial,
mais également aussi au niveau de notre fabrication, parce que on peut acheter des quantités d'acier plus importantes, on peut mutualiser des ressources auprès de nos partenaires qu'on a sur le bassin Tirana. Donc en fait, l'acquisition fait vraiment sens parce que les deux entreprises sont basées sur un modèle artisanal, c'est-à-dire que les couteaux sont fabriqués à la main. Donc on a une vraie complémentarité en ce sens, et on a une vraie complémentarité aussi au niveau des partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui sur le bassin Tirana. Qu'est-ce que ça apporte justement une fabrication à la main des couteaux pour bien comprendre et faire comprendre aux auditeurs du Sud Radio, voilà, cette spécificité française, une spécificité qu'a également le Japon. Mais comment on explique justement, qu'est-ce que ça apporte justement cette fabrication manuelle ? Aujourd'hui, en fait, le fait de fabriquer nos couteaux à la main nous permet d'avoir une qualité exceptionnelle qu'on maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, un couteau aujourd'hui, qu'il sorte de chez Walsir ou de chez Perceval, est nécessairement vérifié au gré de différentes étapes de fabrication, où le couteau passe nécessairement entre les mains d'une personne physique. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton au début d'une chaîne de production où le couteau ressort à la fin après différentes étapes tout seul. Donc en fait, nous, notre métier aujourd'hui est de vraiment vérifier à chaque étape si la réalisation qu'on devait faire à l'étape précédente est bien faite. Donc c'est vrai que ce travail manuel, il demande du savoir-faire au niveau des équipes, c'est-à-dire que pas n'importe qui peut aujourd'hui fabriquer ce genre de couteau, mais c'est ce qui fait in fine qu'on a des produits extrêmement qualitatifs. Alors, je l'évoquais à l'instant, le Japon, c'est vrai que c'est un secteur qui est assez concurrentiel et on reconnaît aussi le savoir-faire japonais dans ce domaine-là. Comment on innove justement dans le secteur de la coutellerie ? Alors aujourd'hui, sur le secteur de la coutellerie, on va surtout pouvoir innover au niveau des manches et des matériaux qu'on peut utiliser au niveau des manches. C'est-à-dire que la chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on peut travailler différents types de matériaux, principalement du bois, des matières plastiques, des matières qu'on va résiner. Et donc ça ouvre un champ des possibles quand même assez important où on peut aller, si on est créatif, aller très très loin en fait au niveau de la créativité. Donc aujourd'hui, l'innovation, elle ne va pas être disruptive, je dirais, dans notre métier de la coutellerie, parce qu'un couteau demeure un objet tranchant et demeurera toujours un objet tranchant. En revanche, on peut innover de façon incrémentale avec des personnalisations sur la lame, à l'aide d'un laser, au niveau des manches, avec des matériaux assez exotiques. C'est là-dessus où, effectivement, l'innovation va se faire. Alors, Félix Pochet, dernière question un peu plus personnelle. Donc, vous étiez salarié, on l'a évoqué, vous êtes devenu maintenant indépendant, entrepreneur. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? Parce que là, c'est un autre métier. C'est un autre métier, je dirais, qui a eu plusieurs difficultés en fait dans le cadre du rachat de la première entreprise. C'est que, étant donné que je n'étais pas entrepreneur au préalable, il a fallu convaincre en fait les partenaires financiers que moi, déjà en tant que personne physique, j'étais à même d'entreprendre et de diriger une entreprise. Donc là, il y avait un gros travail au niveau de ces potentiels partenaires. Donc ça a été vraiment l'une des difficultés, je dirais, de pouvoir lever les fonds. Et puis, une fois qu'on a fait l'opération, et une fois qu'on est dedans, je dirais qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre au quotidien en tant que chef d'entreprise sur ce genre de structure, aujourd'hui, donc sur les deux entités, on a à peu près une vingtaine de salariés, il est vraiment d'ordre managérial parce qu'aujourd'hui, moi, je gère principalement des hommes, étant donné que la fabrication est faite artisanalement. Et physique. J'ai pas de machine, comme je l'expliquais, voilà, absolument. Et la plus grosse difficulté, en fait, c'est l'humain. Parce que on est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des envies différentes. Il y a des jours où aussi on est moins bien, il y a des jours où on est mieux. Et en fait, moi aujourd'hui, mon travail, il est là en fait à essayer d'avoir une équipe qui va toujours fabriquer de façon très linéaire pour maintenir la qualité, parce que c'est ce qui a fait la réputation des deux maisons. Mais je dirais que effectivement au quotidien, la gestion de l'humain, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. C'est ce qu'il y a de plus, de stimulant également. Merci beaucoup, Félix Pochet. Je rappelle que vous êtes à la tête de Perceval et Walstir et d'avoir pris le temps donc de répondre à nos questions et de partager votre expérience avec les auditeurs de Sud Radio. Merci et belle journée à vous. Et il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui a retrouvé le Gers. Cette semaine, il s'est intéressé à l'eau de vie préférée des Gascons. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et oui Nathalie, aujourd'hui on visite un domaine viticole d'exception, Château Arton,
au cœur du Lectourois, dans le Gers, dont les collines sont nimbées de brouillard aujourd'hui. C'est magnifique. Je suis avec Lily de Montal. Lily, qui avec son mari Jean, ont repris cette exploitation familiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce domaine ? Avec joie. Alors, l'histoire d'Arton, c'est une histoire de famille, celle de mes beaux-parents, Patrick de Montal et Victoire de Montesquieu, qui sont revenus en Gascogne à l'âge de 40 ans, où avaient vécu leurs illustres ancêtres. Et ils ont choisi ce domaine qui n'était pas dans la famille, donc le domaine d'Arton. Et ils s'y sont installés en 79 avec le projet de monter une maison de négoce en Armagnac, puisque dans la famille Montal et Montesquieu, il y a 4 maisons d'Armagnac. Et au bout de 5 ans, Patrick, mon beau-père, se rend compte que pour faire un très bon Armagnac, il faut avoir du très bon vin. D'où l'envie de planter ses propres vignes ? Alors oui, l'Armagnac, pour le produire, il y a cette étape obligatoire de la distillation. En fait, l'alambic n'est qu'un mécanisme qui va concentrer les arômes du vin, et donc si c'est pas bon, c'est impossible que ce soit bon. Et donc sa deuxième décision, ça a été donc de planter sa vigne pour pouvoir maîtriser la qualité de son vin. On revient à la période actuelle. Aujourd'hui, vous misez beaucoup sur la viticulture durable. Je crois que ça vous tient à cœur. Disons que quand on reprend l'exploitation il y a 3 ans, on a une grande pression. Comment va-t-on faire pour être au niveau des parents ? Énorme défi, pas facile. Là, on a des parents qui ont quand même créé une catégorie d'Armagnac, la Blanche Armagnac, aujourd'hui AOC, donc depuis 2005. Mais aussi, ils ont ressuscité un terroir, parce que Lectour, Château-Arton, c'est dans le Haut-Armagnac, qui avait disparu avec le phylloxéra. Donc grâce à mon mari, Jean de Montal, qui est de formation ingénieur dans le développement durable, et aussi beaucoup grâce à Fabrice Saramon, qui est notre 3e mousquetaire, notre 3e associé, notre œnologue et notre maître de chai. Et donc tous les deux ont cette symbiose avec la nature. Et le chantier, je dirais, véritablement innovant et visionnaire de la seconde génération que nous sommes, c'est cette conversion en biodynamie de l'intégralité du vignoble. Parce que, en fait, on ne fait que continuer la vision des parents de dire qu'il faut du bon vin pour faire un bon Armagnac. Et bien, dans cette logique-là, il faut aussi un bon sol pour faire un bon raisin qui produira le meilleur vin. Et à la clé, on a un produit d'exception. Pour les auditeurs, je précise que je suis ici dans le chai de Château-Arton, un chai où on voit ces barriques en chêne. Et moi, ce que j'ai compris en venant ici, c'est que l'Armagnac qui vieillit, c'est un organisme vivant. Et c'est pas pour rien qu'on dit élever des Armagnacs et pas vieillir. Élever parce que l'Armagnac, ce n'est pas brûlé, en fait. Ce n'est pas de l'alcool. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de l'Armagnac. Et c'est tout ce qu'on raconte pendant nos visites. Cet alambic l'Armagnacais. Et là, la particularité de distiller un vin à un titre d'alcool extrêmement bas. Beaucoup plus bas que tous les autres spiritueux. Quand je pense à la vodka, au gin, au cognac, au rhum, au whisky. Et le fait d'avoir un degré d'alcool extrêmement bas fait que toute la matière restante, c'est-à-dire en fait 45% de la matière, est encore à l'état vivant. Alors je dirais pas qu'elle est encore à l'état de vin, mais elle est à l'état organique, minéral, végétal, qui fait que ce vivant-là continue à évoluer dans la barrique. C'est pour ça qu'on parle d'élevage. Pour revenir à la visite, il y a plusieurs types de visites. Comment ça se passe ? Alors il y a 3 types de visites. La plus simple, c'est celle où vous avez le tour avec donc ce petit passage dans la vigne, ensuite dans les chais, toutes les explications, ça va durer moins d'1 heure. Et puis ensuite, vous pouvez goûter les vins dans le salon de dégustation. On le rappelle, à consommer avec modération. Ensuite, vous avez le choix entre 2 formules avec des dégustations sur place. Donc après la visite, vous êtes installé pour un accord gourmand. Avec le meilleur des productions locales, si j'ai bien compris ? Oui, avec des productions locales, donc que des éleveurs. Et ça dépend, c'est du sucré, du salé, selon ce que vous choisissez, si c'est du vin d'un côté ou de l'Armagnac de l'autre. Et puis ensuite, pour les familles ou les groupes qui souhaitent être plus entre eux ou alors qui sont un peu nombreux, on a des formules de privatisation. Pour réserver, comment ça se passe ? Il y a un site, j'imagine ? Oui, arton.fr. Vous avez toutes les formules de visite disponibles là. Écoutez, merci beaucoup Lily. Je pense que les auditeurs auront envie de venir faire cette expérience, cette immersion en terre gasconne dans le Haut-Armagnac. Merci beaucoup à vous. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. Merci à Lily, dont on sent toute la passion pour cette eau de vie à consommer avec modération. On le rappelle, merci également Thibault pour cette belle découverte. Et tous les renseignements sur la visite sont disponibles sur arton.fr. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.